Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui bienvenue à notre cours d'électricité et magnétisme. Je me présente, Olivier Séguin, je vais être votre enseignant pour la session. Donc cours quand même pas le plus évident de votre parcours au cégep. Un cours qui va vous demander quand même d'avoir un petit peu de mémoire par rapport à ce que vous avez fait dans le passé, surtout en mathématiques et un petit peu dans votre cours de mécanique. Donc, c'est ça, on va regarder un petit peu ce qu'on va avoir besoin de se rappeler aujourd'hui avec un petit peu de révision à la fin de cette vidéo-là. Je vais quand même commencer par vous expliquer un petit peu comment la session va fonctionner en regardant le plan de cours. Donc, un cours quand même un petit peu atypique cette session-ci à cause des circonstances que vous connaissez. On va quand même aller à l'essentiel. Donc, premièrement, mon nom, Olivier Séguin, mon bureau, on se verra pas trop là cette session-ci. Mon téléphone, essayez d'oublier ça aussi, comme je ne serai pas à mon bureau très souvent, donc c'est à oublier, même en temps normal à oublier aussi. Le casier, vous ne devriez pas avoir à vous en servir. Mon courriel, il est là, mais je vous suggère quand même de communiquer avec moi par Emio. C'est la façon la plus rapide pour moi et pour vous de se rejoindre. Donc, on pourra utiliser Teams, mais comme je vous ai mentionné dans mon dernier message, Teams, je ne le connais pas encore très bien, donc je vais sûrement être plus à l'aise à la fin de la session, mais pour l'instant, je préférais qu'on travaille par Emio. Bon, si vous voulez me défier avec Teams, je risque de l'apprendre un peu plus vite, mais voilà. Donc, présentation du cours, c'est un cours d'électricité et de magnétisme. Un des problèmes par rapport à ce cours-là, c'est quand même le fait que c'est beaucoup de concepts qui sont abstraits et surtout invisibles. Donc, la charge, les champs électriques et magnétiques, c'est tous des phénomènes qu'on n'est pas capable vraiment de voir. Donc, on peut voir des représentations, mais c'est ça qui va être quand même un bon défi pour la plupart d'entre nous. C'est toujours s'imaginer l'invisible puis de faire des représentations graphiques, vectorielles de tout ça. Donc, c'est quand même un certain défi, puis à ça s'ajoute toute la mathématique, donc calcul différentiel intégral et l'algèbre vectorielle. Tout ça, on va devoir s'en servir dans le cours. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit peu de révision de ces concepts-là tout à l'heure pour s'assurer que tout le monde est au niveau. Donc, je vous laisse lire ça quand même en détail. C'est pas les parties les plus intéressantes pour nous tous. Donc, préalable absolu, il faut absolument avoir réussi le cours de mécanique et puis avoir quelques préalables en mathématiques. Donc, je vous laisse lire les énoncés de compétences et tout ça. C'est rien de vraiment palpitant. Puis les objectifs terminaux aussi. Donc, on s'entend que c'est quand même la base, là, savoir faire de l'électromagnétisme à la fin de nos 15 semaines ensemble. Méthodologie, donc c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant cette session-ci parce que c'est quand même différent. Donc les cours vont tous se faire par cette plateforme-là. Donc je vais enregistrer des cours comme ça avec mes notes de cours en fond d'écran comme ça. Vous allez voir ma petite face en coin qui va vous expliquer toutes les démarches et les étapes à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire ça par Emio. C'est sûr que l'enseignement va être asynchrone, donc il n'y aura pas de cours en direct, de questions en direct, mais n'hésitez pas à revenir sur les notes de cours, des choses que j'ai expliquées en classe, en vidéo comme ça. N'hésitez pas à me revenir sur toute question qui peut vous passer par la tête. Si je vois qu'il y a des questions qui se répètent, peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça pour vous préciser certains points, ça peut arriver. Mais il faut les poser ces questions-là. Je ne peux pas deviner c'est quoi vos problèmes avant que vous me les posiez. Donc, voilà, ce sera un cours environ par semaine comme ça. On a 10 ou 11 chapitres, je me rappelle bien, à couvrir pour la session. Donc, je m'attends à peu près un par semaine environ. Je me suis laissé un petit lousse les semaines d'examen pour que j'aie le temps de préparer vos examens. Mais ça devrait ressembler à ça. Donc, voilà, pour ce qui est des cours théoriques, ça va être ça. Il y aura 2 laboratoires durant la session seulement. Donc, j'ai le droit de vous convoquer au cégep seulement 5 fois, comme vous devez déjà être au courant. Donc, il va y avoir 2 fois là-dedans, ce sera des laboratoires qui vont compter pour 5% chacun. Et le restant des 3 autres fois, ce sera pour vos examens. On aura des examens de type traditionnel, donc des examens à développement comme vous êtes habitué de faire dans le passé. Je pense que c'est la seule vraie façon de vous évaluer de façon objective et de m'assurer que c'est vous qui faites vos évaluations, surtout avec le retour de la cotère. Là, je pense que c'est important d'avoir des évaluations en présentiel. Donc voilà, tous les points que je vais ramasser, ça se fera en présentiel. Donc assurez-vous d'être là.
Donc voilà, pour ce qui est des cours, ça sera vraiment comme ça. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, ça va ressembler pas mal à ça. Je vais vous envoyer même d'avance les notes de cours. Donc en même temps que je vais vous envoyer le lien vers la vidéo, vous aurez les notes de cours avec. Donc vous n'aurez pas à écrire des notes de cours cette session-ci avec moi. Donc ça sera un petit congé pour votre tunnel carpien. Mais quand même, il y aura quelque chose d'hyper important, ça sera de réaliser les exercices. Donc, je l'ai mis en gras ici, là, solutionner les exercices suggérés. C'est vraiment la clé du succès. Si vous demandiez à mes anciens étudiants et étudiantes à quoi ressemblent mes examens, ils vous répondront tous la même chose. Faites tes exercices. Si tu fais tes exercices, ton examen ressemble beaucoup à tes exercices. Même la plupart, c'est des pratiquement copier-coller que j'ai trouvé à travers différents manuels, dont celui que vous allez avoir à acheter cette session-ci. Il faut faire les exercices. Il faut les faire dans le contexte examen. Juste lire l'exercice puis pitonner 2-3 trucs dans ta calculatrice, c'est une perte de temps. Ça sert absolument à rien. Donc, c'est important de s'installer devant une feuille et d'écrire tous les trucs. Très, très, très important. C'est là que vous allez changer votre réussite ou pas. Là. C'est vraiment le plus important. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les cours seront en mode asynchrone. Un fichier vidéo sera déposé sur Teams et ou YouTube. Donc, je suis très familier avec YouTube. Si vous avez regardé un petit peu, j'ai déjà un canal là, avec mes cours de la session passée. Mais je vais continuer à le renflouer avec les cours de cette session-ci. À mesure que je vais me familiariser avec Teams, je vais les ajouter là-dessus aussi. Mais ça va quand même principalement sur YouTube, que je sais qu'il est gratuit et que vous n'aurez pas de problème à vous connecter. Comme les communications avec l'enseignant se feront par MIO, courriel ou Teams, comme je vous disais, priorisez quand même MIO. Les courriels, ça fonctionne aussi bien. Teams, j'imagine que je vais le maîtriser rapidement. Donc, examen et laboratoire fait en présentiel, comme mentionné précédemment. Donc ça, c'est une petite rubrique ensuite que le Cégep nous demande d'ajouter au plan de cours, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sauvegarder, copier, distribuer tout ce que je vous remets. Mais ça, je pense que c'est la base des droits d'auteur. Voilà, tout ça, ça répète un petit peu ce que je viens de dire. Je vous invite à lire ça. Encore ici, même chose. Donc pour la séquence d'apprentissage, on va avoir séparé ça en 3 blocs, donc 3 blocs qui seront suivis d'un examen. Le premier, surtout la charge et les champs électriques. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Je dirais que les 2-3 premiers concepts, c'est quand même relativement simple. Arrivé au théorème de Gauss, on a un petit peu plus de problèmes en général au niveau des étudiants parce que beaucoup de repères spatiaux, puis c'est pas tout le monde qui sont en l'aise avec ça, surtout quand on parle d'invisibles et de champs électriques qui sont tout aussi invisibles. C'est peut-être le défi de la session à arriver là. Donc voilà, tout ce qui est électricité, là, vraiment champ électrique et tout ça, le premier bloc. Deuxième bloc, on va plutôt aller voir des choses un peu plus techniques au niveau de l'électricité, c'est-à-dire le potentiel, donc en anglicisme, le voltage, la capacité, donc l'accumulation de charge à travers différents conducteurs, et puis les courants électriques, on va faire quelques circuits. Donc ça, c'est tout ça dans le bloc 2. Et bloc 3, on tombe en magnétisme. Donc vous allez voir, on va faire dans le bloc 3 un petit peu la même chose qu'on a fait dans le bloc 1, mais tout ça associé au magnétisme. Donc vous allez probablement réaliser assez rapidement qu'il y a une grosse différence entre champ électrique et champ magnétique. Donc il y en a un qui est associé aux charges, donc directement les échanges d'électrons, et l'autre qui est associé directement aux aimants. Donc le magnétisme qu'on peut créer artificiellement avec des courants électriques ou qui peuvent être naturels avec la pierre de magnétite. Mais dans les deux cas, c'est des concepts relativement similaires. Le calcul est un petit peu différent dans les deux cas, mais ça reste très, très semblable. Morale de l'histoire, si ça a bien été dans le bloc 1, le bloc 3 devrait être facile. Si ça n'a pas bien été dans le bloc 1, le bloc 3 devrait être difficile. C'est important de commencer la session du bon pied puis de faire ces exercices, surtout dans le premier bloc. Là, vous allez voir le bloc 2 est quand même un petit peu plus facile, mais le bloc 1 et le bloc 3 sont très similaires. Donc, si vous avez des bonnes bases dans le bloc 1, le bloc 3 devrait se faire quand même naturellement et très facilement. Si vous avez à tout réviser votre bloc 1 avant de commencer le bloc 3, ça risque d'être compliqué. Je ne vous souhaite pas ça, là. Donc essayez de vraiment faire vos exercices dans le bloc 1 rapidement.
et vous devriez avoir une session relativement facile, même si ce cours-là a mauvaise réputation. Vous allez voir, c'est vraiment là que ça se joue, là. Si on commence rapidement la session, si on fait nos exercices au début, le reste habituellement se fait très bien. Donc, commencez ça rapidement. Vous allez avoir des exercices à réaliser que je vais vous donner à la fin de chaque chapitre. Donc, il y a quelques exercices recommandés que j'ai pour vous. Je vais vous les donner à la fin de chaque chapitre, là, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on a à faire cette session-ci, ce qui est réparti, si je me rappelle bien, sur 10 chapitres. Comment on va évaluer tout ça? Donc, c'est des examens, comme je disais, en présentiel, des examens traditionnels, et c'est très important d'avoir une démarche complète. Je vous encourage, j'insiste sur le fait que quand tu fais un exercice chez toi, quand même que tu le fais seul ou en équipe, très important de suivre les étapes, c'est-à-dire de faire tout ce que tu ferais à l'examen. C'est la meilleure pratique et crois-moi pas, ça va te prendre moins de temps que si tu le faisais en raccourci. Le faire en raccourci, ça n'arrive jamais. Donc, surtout, vous allez voir, là, c'est une matière qui est quand même pas mal plus complexe que ce que vous avez pu faire au secondaire, puis un petit peu en mécanique. Donc, c'est quand même difficile de deviner la réponse finale. On a souvent une petite dérivée ou une intégrale à faire en chemin. Donc, essayer de deviner c'est quoi le résultat de notre intégrale, c'est quand même pas évident. Donc, il faut suivre les étapes et toutes ces étapes-là peuvent être évaluées et notées, donc avoir des points à l'examen. Donc, faire un schéma, c'est essentiel dans 99,999% des cas en physique. Pour la plupart des cas dans l'examen, je vais donner des points pour avoir fait un schéma qui est bon. Les systèmes de référence, donc si on a des axes à utiliser, l'axe des X, Y, Z, je veux le voir sur le schéma. Donc sinon, on fait juste des dessins. Là. Nous, ça nous prend un schéma. Donc un schéma, c'est bien identifié. Donc système de référence, la démarche de la solution, ben, c'est juste d'avoir les étapes claires. Là. C'est pas, vous n'avez pas besoin de m'écrire en mots, je prends ce chiffre-là et je le mets là. J'ai pas besoin de savoir ça, mais j'ai besoin de voir la formule utilisée, j'ai besoin de voir les chiffres remplacés dans la formule. J'ai besoin de savoir d'où ça vient, que c'est pas inventé dans ta tête, que tu l'as pas copié sur quelqu'un. C'est facile à savoir pour moi. Donc, je veux savoir que l'étape a été bien conçue pour toi. Je vais vous faire une petite présentation dans les prochaines semaines avec un exercice, disons, du chapitre 1, là, peut-être le premier. Et je vous ferai la solution en détail et je mettrai les points comme je les mettrai à l'examen, juste pour que vous réalisiez que la réponse est quand même pas majeur dans tout ça. Donc, avoir la bonne réponse et la mauvaise réponse, c'est pas ça qui va nécessairement déterminer votre réussite, mais plutôt les étapes. Et c'est un cours qui est fait comme ça, là, qui est vraiment... écoutez, c'est peut-être mon opinion, là, mais l'utilité de ce cours-là dans votre apprentissage, c'est pas nécessairement les concepts électriques que vous allez apprendre, mais plutôt les démarches qui sont vraiment complètes et qu'il faut être très rigoureux. Donc moi, c'est là que ce cours-là trouve son intérêt, selon moi. Pas autant sur le calcul d'un champ électrique, qu'après ça, vous ne vous servirez jamais, mais de voir qu'il y a des façons nouvelles de calculer des trucs que vous ne doutiez pas encore. Puis surtout de réaliser à quel point les cours de mathématiques que vous avez suivis jusqu'à maintenant peuvent être intéressants et surtout très puissants en termes de méthode de calcul. Donc, tout ça, je veux le voir. Les variables, bien évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, là, les équations, et toujours votre réponse indiquer les unités. Je n'enlève pas de points en général quand vous ne mettez pas les unités aux étapes intermédiaires dans un problème. Mais à la réponse, c'est essentiel et faire attention aux chiffres significatifs aussi. Donc, tout ça, il faut faire attention à ça et tout ça peut valoir des points. Sur une erreur de calcul, j'ai dit que ça allait être 45-10% de la note, mais ça peut varier selon les numéros, là. Donc, pour les évaluations, 2 évaluations formatives, c'est-à-dire 2 laboratoires qui sont de 5% chacun. Pour ce qui est des examens, il y aura 2 examens à 25%. J'ai le calendrier qui s'en vient. Et il y aura un examen final qui vaut 40%. Donc, je préférais ça faire un double seuil. Donc, on aura un 40% en présentiel. Toutes ces évaluations-là sont en présentiel. Donc, 100% de la note est en présentiel. Si vous ne pouvez pas vous présenter, bien évidemment, ça me prend un billet médical. En cas de COVID, je pense que vous pouvez demander des incomplets sans trop de problèmes. Encore une fois, cette session-ci. Mais
C'est ça. Et donc, il faut être là, sinon ça prend un billet médical si vous êtes absent. Calendrier des évaluations, ben, ça va ressembler à ça. Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura le premier sous-groupe A, donc qui sera la première moitié de la liste alphabétique que je vais voir jeudi ou vendredi pour mes 3 groupes. Et ensuite, à la semaine 3, ben, ça sera le groupe B, donc la deuxième moitié de l'alphabétique. Je vous joins à votre MIO, justement, dans quel groupe vous appartenez par groupe. Votre examen 1 se fera la semaine 5 et 6 pour les groupes A et B, ensuite laboratoire 2, etc. Donc, vous avez un petit peu le calendrier. Oui, c'est sûr que c'est pas 100% juste, à savoir, il y en a qui vont faire l'examen avant, l'autre qui vont le faire après. J'ai absolument aucun contrôle là-dessus, désolé. C'est sûr que j'aimerais bien que tout le monde, mes 3 groupes, fassent tous leurs examens exactement en même temps. C'est absolument impossible. C'est comme ça. Au laboratoire, donc pendant les 2 séances de laboratoire, vous allez pouvoir vous mettre en équipe, donc on sera dépendamment des groupes entre 15 et 16 au laboratoire. Donc comme on a seulement 12 tables, vous allez avoir la possibilité de vous mettre en équipe. Sachez que pour le laboratoire, donc ça a déjà évolué depuis ce que j'ai écrit là, donc ce ne sera le pas du couvre-visage, oui, mais on est rendu plus loin que ça encore. C'est le masque de procédure, donc le petit masque bleu en papier, là, qui doit être obligatoire. Et en plus, les lunettes ou la visière. Donc, ça prend quelque chose par-dessus les yeux et quelque chose par-dessus le nez et la bouche. Ça, c'est obligatoire pour le laboratoire. À ma compréhension, une fois qu'on est assis à notre table individuelle et si on est à 1,5 mètre de distance, on peut enlever tout ça. Par contre, si vous faites un laboratoire en équipe, vous devrez garder tout ça pendant les laboratoires. Là, je pense aux examens. Ce que j'en comprends, c'est que pendant les examens, on va pouvoir enlever ça parce qu'on reste assis à notre place. C'est ma compréhension pour l'instant. On verra comment la situation évolue. Donc, voilà. Le masque en papier, là, le masque de procédure, vous sera remis à votre premier laboratoire. On m'a dit que ça allait être fourni par le cégep. Ils ne sont pas arrivés encore au laboratoire, mais on espère que pour la semaine prochaine, on ait tout ça. Assurez-vous d'avoir des lunettes, peu importe quoi vos lunettes, c'est des lunettes de lecture ou des lunettes de vision de loin ou des lunettes de laboratoire de chimie. Ça fait la job, pas besoin de vous acheter une visière en plus. Mais si vous n'avez rien de tout ça, ça va vous prendre quelque chose par-dessus les yeux. C'est pas moi, là, c'est les règles du ministère. Là. Pas le choix. Donc voilà pour ce qui est des évaluations. J'ai mis un calendrier un petit peu plus détaillé ici. Donc là, on se trouve à être à la semaine 1, donc on fait le chapitre 0, ce qu'on fait en ce moment. Donc présentation, révision, tout ça se passe en ligne. La semaine prochaine, c'est-à-dire le 3 septembre, je vais voir pour le laboratoire A, je vais vous voir en présentiel. Toutes ces dates-là, c'est les activités en présentiel que j'ai mis ici. Tandis que j'ai mis à titre indicatif les chapitres que je vais faire ici en théorie. Reste à voir exactement si je vais être capable de suivre cette séquence-là, dépendamment de ma vie, tout simplement. Je vais essayer de les coller. Là, si je suis capable de les faire plus rapidement que ça, donc de ramener le chapitre 4 ici, je vais le ramener ici. Donc, les dates d'examen ne changeront pas. C'est sûr que j'aimerais vous donner la matière le plus rapidement possible. Vous allez pouvoir la suivre à votre rythme quand même, du moment que vous arrivez à l'examen, quand même avant tout le monde. Donc, il y aura quand même une semaine entre l'examen et la fin du chapitre 3 pour le premier groupe, 2 semaines pour le chapitre 2, etc. C'est comme ça, là, j'ai pas le choix. Là. Si vous pensez que je peux faire un autre horaire, vous me le direz, mais moi, je voyais rien de mieux que ça. Donc, j'ai mis toutes les dates qui sont là. Vous avez les moments que vous devez vous présenter et tout. Là. Donc, j'ai mis les pondérations aussi, là, les labos qui valent 5%, les examens 25%, l'examen final 40%. Voilà pour... voilà. Le français, j'avoue que dans le cours d'électricité, c'est jamais arrivé que j'ai à le faire, mais si jamais vous m'écrivez des phrases et c'est vraiment trop laid, je peux mettre une pénalité jusqu'à 10% pour une mauvaise qualité du français. La présence au cours, l'absence, un contrôle d'examen laboratoire entraîne à 0 à moins de raisons sérieuses et entendre avec le professeur, une pièce justificative sera exigée. Plagiat, fraude, tricherie, donc ça c'est PIA, là, rien de nouveau.
Quelque chose qui est particulier à nos cours de physique, c'est peut-être la section ici. On ne permet pas dans les cours de physique l'utilisation des grosses calculatrices à calcul symbolique, c'est-à-dire la Inspire Voyage 200 TI-92 ou autres de ce genre. On arrête, je pense, à TI-83 qu'on vous permet. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez m'écrire. Je vais peut-être vous demander de m'envoyer une petite photo de votre calculatrice et à ce moment-là, on n'aura pas de problème. Si tu utilises une calculatrice interdite à l'examen, de toute façon, je vais quand même circuler au début de l'examen pour savoir, pour vous remettre votre examen puis s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut sur sa table. Si je vois une de ces calculatrices-là, je vais te dire de la serrer. Désolé, mais en temps de COVID, je ne te prête pas de calculatrice. Donc, arrange-toi pour avoir quelque chose. Sinon, tu t'en passes. Il n'y aura pas de réponse peut-être à plusieurs de tes numéros. Je te dirais que ce n'est pas la catastrophe pour ce cours-ci, mais tu vas avoir quand même beaucoup à écrire. Arrange-toi pour avoir une petite calculatrice scientifique régulière. Il y en a qui se vendent à quelques dollars. Pas besoin d'acheter une à 50 ou 100 dollars. En bas de 10 dollars, tu as quelque chose de vraiment très, très bien. Là. Donc, ça t'en prend une. Les examens sont à livre fermé. Je vais te remettre une feuille de formule, en fait, que je devrais t'envoyer sous peu. Elle est déjà toute prête. Je vais essayer d'envoyer même avec cet envoi-là, si je n'oublie pas. La feuille de formule va être la même à tous les examens. Donc, il y a tous les formules là-dessus pour toute la session. Donc, vous allez pouvoir vous mettre familier avec ça. Ma suggestion, encore une fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, quand tu fais tes exercices, de te mettre en mode examen. La meilleure façon de te mettre en mode examen, c'est de te mettre dans les mêmes conditions que tu seras à l'examen, c'est-à-dire avec ta question, ta feuille de formule et ta calculatrice scientifique régulière. Si tu réussis à faire tes exercices dans cette condition-là, ben l'examen, quand tu vas revoir le même exercice que tu as fait dans ces mêmes conditions-là, ben ça ne sera pas très stressant. Si tu te rends compte que c'est un exercice que tu as passé par-dessus, que tu n'as pas fait ou que tu as fait à moitié, ben le niveau de stress va augmenter de façon complètement inutile. Donc, prépare-toi à tes examens. Apprendre tes notes de cours par cœur pour l'examen, c'est une perte de temps incroyable. La chose à faire, je vais le répéter plusieurs fois, c'est de faire tes exercices. Plus tu vas faire d'exercices, mieux ça va aller. Si jamais tu es bloqué dans un exercice, n'hésite pas à m'écrire. Par contre, il y a toujours quelque chose qui est le fun pour moi, c'est savoir c'est où ça bloque ton exercice. Donc, moi, je veux t'aider comme il faut. Je veux te répondre à ta question sans dire n'importe quoi, puis pas mal t'aider non plus. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez une photo de votre exercice que vous êtes rendu, même si tu n'es pas rendu très loin. Là. Si tu as juste essayé de faire ton schéma, puis même ton schéma, tu n'es pas sûr, ben envoie-moi une photo de ton schéma, puis je vais te le dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi l'étape d'après. C'est très rare que je vais te faire un exercice au complet, puis si tu m'écris numéro 4, je comprends rien, ben qu'est-ce que tu comprends pas là? C'est sûr que tu comprends pas rien, il y a peut-être un mot qui t'achale, mais sois précis dans ta question. Je suis pas là pour faire des exercices pour toi, de toute façon ça sert à rien, l'idée c'est que toi tu les fasses et que tu apprennes quelque chose. Puis ça c'est vraiment payant des faire, mais n'hésite pas à m'écrire. Puis c'est pas parce que je vais être baveux là, que je te donnerai pas tout cuit déjà. Là. C'est parce que je veux t'aider de la bonne façon. Donc, montre-moi ce que tu as fait. Je vais te dire c'est quoi l'étape d'après. Je vais te dire s'il y a un problème que je vois là-dedans. N'hésite pas. Ça me fait plaisir. Là, si j'aimais pas ça, répondre à des questions d'étudiants, je serais pas devenu prof. Là. Donc, n'hésite pas. Il faut vraiment... tu m'en enverras jamais trop. Là. Des fois, j'entends j'ai peur de te déranger. Non, c'est ma job, là. C'est bien correct. Là. Envoie-moi tout ce que tu as besoin. Comme je disais, les examens sont livres fermés. Fait le formulaire sera formulé par enseignement. Sorte de documentation manipulée, entraînant à 0. Donc, ouais, ça, c'est bien important. Là. Je veux pas te voir fouiller dans ton sac. À moi, c'est sûr que si tu manques d'un crayon ou quelque chose, là, lève la main. Fais juste m'avertir. Là. J'ai plus de mine, j'ai oublié mon efface. Là. Dis-moi-le. Fouiller en catimini dans son sac, là, ça me fait juste douter de qu'est-ce que tu es en train de faire. Jouer sur ton téléphone, ta tablette, un ordi, même maintenant avec nos montres intelligentes, là, si je te vois jouer avec quoi que ce soit, tout ça, moi, je présume que tu es en train de tricher. Donc, fais pas ça. Si jamais tu as de la misère avec tout ça, ben, tu pourras me laisser ton téléphone en avant, puis tu le fermeras avant, puis il ne devrait pas avoir de problème.
Pour ce qui est des labos, ça risque d'être remis séance tenante. Là, j'ai mis ça pour l'instant, là, mais j'ai pas fini donc d'élaborer exactement ce que je vais faire en laboratoire. C'est sûr que c'est quand même particulier cette session-ci, là. Mais je pense que je vais faire des laboratoires remis en séance tenante, là. J'ai assez chargé comme ça cette session-ci. Donc voilà. Pour ce qui est des disponibilités de l'enseignant et de l'enseignante, c'est-à-dire moi, ce sera des disponibilités en ligne. On pourra se parler un petit peu autour des laboratoires quand on va se voir, mais je pense que se voir 2 fois durant la session, parce que autour des examens, on s'entend qu'on fait pas trop on répond pas trop aux questions, c'est un peu dernière minute. Mais sinon, 2 fois dans la session que j'ai le droit de te voir, autre que les examens, c'est vraiment pas suffisant. Donc, envoie-moi des MIO aussi souvent que tu as besoin. Tu peux essayer de m'envoyer du Teams aussi. On regardera bien comment j'évolue par rapport à ça. Comme je disais, les cours sont diffusés YouTube ou Teams. Il me semble que je me répète. Donc, disponibilité tout à distance. Je te réponds dès que je peux. Le manuel. Donc, le Harris Benson. Ici. Donc, Physique 2. Ça, c'est la nouvelle édition qui date de 2 ou 3 ans. Donc, je vous encourage à l'acheter. Si vous êtes capable de trouver usagé, pas de problème. On ne devrait pas avoir besoin des codes cette session-ci, donc pour faire les évaluations sur mon lab ou quoi que ce soit. 66 $, je pense que j'ai vu à la coop. Si vous n'êtes pas membre, 62 je pense si vous êtes membre. Donc, oui, ça a augmenté encore. C'est quand même un excellent ouvrage de référence. Si vous avez quelque chose d'autre qui traîne chez vous, si vous avez un frère, une sœur, même des parents qui sont passés par le cégep, puis vous avez un livre de niveau cégep, physique 2, électricité et magnétisme, ça peut faire la job. C'est sûr que moi, les exercices que je vais aller chercher seront pris là-dedans. Donc, peut-être que vous allez avoir à demander à un ami de peut-être vous envoyer une petite photo des exercices à la fin de chaque chapitre. Mais sinon, vous êtes capable de vous arranger avec n'importe quoi ou presque d'autre. Ben, n'importe quoi. Let's garder une petite gêne, là. Il y a le LD Resnick Walker, le Marc Séguin, le René Lafrance, Serroué, que j'aime un petit peu moins, mais tout ça, c'est des bons ouvrages de référence qui ont sensiblement le même contenu, pas tout à fait dans le même ordre, mais vous êtes capable de vous arranger avec ça. Si vous avez ça chez vous puis vous êtes un petit peu serré dans vos dépenses, ça peut quand même faire la job. Sinon, si vous n'avez rien de tout ça, ben, c'est lui, disponible à la coop, comme je vous disais. Déjà disponible, il est arrivé quand même vite. Donc, vous pouvez aller vous chercher ça le plus tôt possible. Vos exercices seront là-dedans. Donc, voilà pour le plan de cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ce que je voulais faire aujourd'hui, maintenant, c'est faire un petit peu d'exercice de révision. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner tout au cours de la session, c'est-à-dire je vais avoir des notes en document Word, en fond de page comme ça, et puis on va défiler ça tranquillement. Je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, écoutez, on a besoin quand même de plusieurs notions mathématiques dans ce cours-ci. À chaque fois que je vais faire un exercice résolu en classe, en cours virtuel comme ça, je vais un petit peu faire la même chose. Donc, je vais vous expliquer le problème, puis après ça, la chose que vous devriez faire, c'est mettre une pause sur la vidéo. Donc, je ne mettrai pas du blanc dans la vidéo, là, juste pour rallonger la vidéo pour rien, là. Donc, ça va être à vous de faire une pause, essayer de résoudre le problème, et ensuite regarder la solution corrigée. Si vous faites juste suivre la solution corrigée, on s'entend que vous perdez votre temps. Regarder une solution et la faire, c'est 2 mondes complètement différents. Quand même que vous pensez que c'est la même chose, puis à chaque fois que vous regardez mes explications, vous dites « Ah oui, je comprends tout ». Écoutez, j'en ai trouvé des étudiants dire « Ouais, je comprenais tout ton cours, mais j'ai pas fait d'exercice ». Laisse-moi te dire que la réussite de ces étudiants-là est assurément nulle. Il faut absolument faire les exercices. Votre meilleur outil pour réussir votre cours de physique, c'est du papier et un crayon. C'est vraiment, tout ça se passe comme ça. Donc, premier exercice que je voulais faire avec vous, c'est-à-dire un système d'équations. Donc, système d'équations à 3 équations, 3 inconnues. On va voir faire ça quand on va faire nos circuits.
loi de Kirchhoff, etc. C'est toujours des équations de circuit maillé, qu'on va avoir 3 équations, 3 inconnues. Donc, on va avoir 3 nœuds pour 2 équations pour 2 mailles, puis une équation pour un nœud. Parce qu'on a un système de 3 équations. Puis après ça, pour aller voir les courants qui circulent dans notre circuit, il faut résoudre ce système d'équations-là. Donc, je vous ai fait un exemple avec x, y, z. Je demande de déterminer c'est quoi x, y, z. Donc, je vous ai fait un petit système d'équations comme ça. Donc, là, c'est le temps de faire la pause et d'essayer de résoudre ça de votre côté. Donc, j'espère que ça a bien été. La solution pour faire ça, c'est pas extrêmement compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est de isoler dans une de vos équations une des variables. Ensuite, on remplace cette variable-là dans l'autre équation où se trouve cette variable-là. Et ensuite, on répète l'opération avec la variable qu'on n'a pas isolée et on fait la même chose dans la dernière équation. Donc, il faut toujours... La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de tourner en rond, c'est-à-dire de prendre 2 fois la même équation. Si on ne fait pas ça, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, moi, j'ai choisi la première pour commencer. Tout simplement, c'est la première, puis il n'y a aucune différence. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon 7y, j'ai envoyé de l'autre côté, j'ai isolé donc 6x, et ensuite, j'ai tout divisé par 6. Donc, je suis arrivé à cette fraction-là. Donc, x est égal à 10 tiers moins 7 sixièmes de y. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans les 2 autres équations que je n'ai pas utilisées où ce qu'il y avait le x. Donc, c'est dans la 3e équation. Le x est là. Donc, j'ai remplacé mon x dans la 3e équation par tout ça ici parce que tout ça, ça vaut x. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, 3 fois x, qui est ça ici, ce qui me donne ça. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler là-dedans soit y ou z. Ça n'a aucune importance lequel des deux que je fais. Parce qu'après ça, l'autre équation devrait me rester juste du y ou du z, l'équation que je n'ai pas utilisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais isoler dans cette équation-là que je viens de me créer. Et puis, je vais aller la mettre dans l'autre. Donc, là, je choisis d'isoler z. Ça n'a aucune importance, comme je vous disais. Donc, je suis arrivé à z qui est égal à ça. Et ensuite, on va remplacer ça dans l'autre équation qu'on n'a pas utilisée. Ce que j'ai fait ici. Et ensuite, on se trouve à avoir notre solution en y. Donc, on a y égale à 2. L'avantage de faire ça méthodiquement comme ça, c'est qu'une fois qu'on est arrivé ici, on n'a plus beaucoup de travail à faire pour trouver nos 2 autres équations. On devrait avoir 2 équations là-dedans qui nous dit x est égal à quelque chose avec un y dedans et z est égal à quelque chose avec un y dedans. Vous voyez, la z est juste ici. Donc, on a juste remplacé notre y par 2. On devrait avoir notre solution pour z. Et notre x est ici. Donc, on devrait avoir remplacé notre y par 2 et on devrait avoir notre x. Donc, comme de fait, je l'ai fait ici avec notre z. On arrive à z est égal à 3 et x est égal à 1. Donc, voilà. Première chose qu'il faut être très à l'aise avec, c'est-à-dire nos systèmes d'équations. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça vaut la peine de réviser. Deuxième chose, on va avoir du calcul intégral à faire cette session-ci. Donc, ça, c'est une intégrale que vous allez devoir faire quand même quelques fois, c'est-à-dire l'intégrale d'une surface d'une sphère. Donc, l'intégrale de 0 à grand R de 4 pi r dr. Donc, quand on fait une intégrale, toujours se rappeler qu'il faut trouver c'est quoi la variable d'intégration. Comment on fait pour trouver la variable d'intégration? Si on regarde ce qu'il y a après le petit d. Donc, après le petit d, il y a un r, un petit r en minuscule. Donc, ça veut dire que ma variable d'intégration, c'est le r qui est ici. Ce que ça veut dire aussi, c'est que tout ce qui n'est pas ce r-là, c'est des constantes. Donc, tout ce qui est constante en calcul différentiel, je les sors de ma dérivée ou de l'intégrale. Donc, ma solution, Donc, ma solution, vous l'avez ici. Tout ce que j'ai à faire, comme je vous disais, c'est de sortir mon 4pi qui se trouve avec des coefficients, donc des constantes. Ensuite, il me reste à faire l'intégrale de R2 dr. Donc, pour faire une intégrale, on additionne de 1 l'exposant. Donc, R à la 2 devient R à la 3. Et je divise par sa même exposant, donc 3 sur 3. Donc, je me retrouve à avoir ça. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie d'évaluer mes bornes. Donc, mes bornes ici de 0 à grand R. Donc, là, je remplace par la borne supérieure pour commencer. Donc, la borne qui est en haut. Donc, je me trouve à avoir R3 sur 3. Donc, ce qui est là-dedans. Et ensuite, je soustrais à ça ma borne inférieure. Donc, je remplace mon petit R par 0. Donc, grand R sur 3 moins 0. Donc, je me retrouve à avoir 4 tiers de pi R3. Donc, on se retrouve à avoir le volume de notre sphère. Vous allez voir, on n'aura pratiquement jamais de constante à ajouter, nous, en physique, parce qu'on va presque toujours avoir des variables, des intégrales définies.
Donc, je vous rappelle qu'on ne met pas un plus C quand on a des bornes. C'est quand on n'a pas de borne qu'il faut ajouter la constante. Dans notre cas, on n'aura pratiquement jamais, là, parce qu'on va vraiment travailler dans la réalité. Là. Donc, on a des limites à où on applique notre intégrale. Donc, voilà. Troisième chose que je voulais faire avec vous. On va avoir à plusieurs fois bâtir notre intégrale. Donc ça, c'est souvent ça qui est le plus grand défi dans ce cours-ci. C'est pas nécessairement la mathématique elle-même, mais comment on se rend à cette mathématique-là. Par exemple, j'ai un cercle. Un cercle, son rayon, sa surface, c'est pierre carrée. Je vais avoir besoin éventuellement de trouver c'est quoi une partie infini-décimale de cette surface-là. Donc, ça a l'air un peu abstrait en ce moment, mais faites-moi confiance, ça va arriver. Là. Puis, on n'aura pas bien le choix de passer par là. Donc, si j'ai A qui est égal à pierre carrée, qu'est-ce que dA vaut? Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais au bout de la ligne, c'est relativement simple. Donc, première chose, il faut regarder qu'est-ce qui est variable dans tout ça. Si j'ai A qui est la surface, la surface va dépendre de quoi? Ça va dépendre du rayon. Puis, il reste une constante. Donc, dans le fond, j'ai une variable qui est mon R ici, encore une fois. Donc, si je veux trouver une partie différentielle de mon dA, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement de faire une dérivée de ma surface par rapport à ce rayon-là. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait la dérivée de ma surface par rapport à dr. Donc, la dérivée de ça, finalement. Donc, la dérivée de ça donne quoi? Ça donne 2 pi r dr. Mais moi, ce que je veux, c'est pas dA sur dr. Moi, ce que je veux, c'est dA seulement. Donc, si on veut isoler dA, tout ce qu'on a à faire, c'est multiplier les deux côtés de notre égalité par dr pour que dr disparaisse de notre dénominateur ici et apparaisse ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai multiplié les deux côtés par dr. Donc, je me trouve à avoir dA qui est égal à 2 pi r dr. Je sais qu'en ce moment, vous regardez ça, puis vous dites, mais à quoi ça peut bien servir ça? Je comprends. Je vous dis, ça va arriver dans le chapitre 3. On va faire le théorème de Gauss, qui est dans le fond un théorème qui nous permet d'avoir le champ électrique en surface d'une surface imaginaire, et ça nous prend une partie infini-décimale de cette surface-là. Donc, ça va être très important d'être capable de construire ce dA. On va avoir d'autres applications à faire de ça, mais ça viendra en temps et lieu. Très important de savoir faire ça. Donc, c'est une dérivée simple. Je n'ai pas fait trop de révision de dérivée parce que là, pour moi, c'est supposé être de l'acquis, rendu en deuxième année de cégep. Mais si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller réviser ça. C'est très important. Exercice 4. Mettons que j'ai deux vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, que j'ai donné en vecteur unitaire, donc avec les JK. Trois choses qu'on va devoir faire durant la session. Premièrement, on va souvent avoir appliqué notre théorème de superposition, c'est-à-dire d'avoir deux champs électriques, deux champs magnétiques qui sont vectoriels eux-mêmes, qui sont appliqués au même endroit. Donc, on va devoir les appliquer un sur l'autre, donc les superposer, les additionner. Deuxième chose, on va avoir parfois dans nos calculs de flux, de voir c'est quoi la projection d'un certain vecteur par rapport à un deuxième. L'exemple que je vais donner souvent, c'est tu veux ventiler ta maison. C'est sûr que si tu as des fenêtres de chaque côté de ta maison, puis le vent il est comme ça, si tu ouvres les fenêtres qui sont perpendiculaires à ça, il n'y a pas beaucoup de vent qui va circuler dans ta maison. Tandis que si tu ouvres les fenêtres de ce côté-là, le vent rentre de plein fouet. La projection du vent par rapport à l'ouverture de ta fenêtre est dans le bon sens. Ça se calcule avec des produits scalaires. Donc, tu peux avoir un vent qui est vraiment perpendiculaire comme ça, mais si c'est un vent qui est un petit peu angulé, il faut que tu appliques un cosinus par rapport à ces vecteurs-là. Donc, c'est là que le produit scalaire devient très important pour nous. Donc, cette représentation-là devient bien importante. Et le produit vectoriel, va devenir important quand on va faire nos calculs de champs magnétiques. Les champs magnétiques se calculent beaucoup avec la règle à main droite. La règle à main droite, c'est une représentation qui nous permet d'avoir un premier vecteur par rapport à un deuxième vecteur qui nous en crée un troisième. Donc ça se calcule très bien avec le produit vectoriel qui est souvent un petit peu plus nébuleux pour vous, mais on va quand même regarder comment calculer ça à l'instant. Donc, pour additionner des vecteurs, c'est pas le bout le plus compliqué d'habitude. On se rappelle bien comment faire ça.
C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'additionner ou de soustraire, dépendamment des signes, les composantes en X respectives, les composantes en Y respectives, les composantes en Y respectives. Donc, le 2 ici, ce serait mon AX, donc la composante X de mon vecteur A. Le 3 ici, mon AY, la composante Y de mon vecteur A, et ainsi de suite. Donc, si je prends le 2 qui est ici, qui est en X, donc mon AX et mon BX, qui est le moins 3 qui est ici, ben 2 moins 3, ça me donne ma composante X de mon vecteur résultant. Même chose en Y, j'ai un 3 ici, j'en ai pas, donc 3 moins 0. Et puis ici, 2 plus 6, ça me donne mon K, donc mon vecteur résultant A plus B est égal à moins I plus 3J plus 8K. En général, c'est pas le plus complexe. Le produit scalaire maintenant. Lui, en termes de vecteurs unitaires, se fait quand même relativement bien aussi. Je rappelle, le produit scalaire, c'est deux vecteurs qui se multiplient, qui donnent un chiffre. Donc, il n'y a pas de vecteur là-dedans. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder les composantes X des deux vecteurs qu'on multiplie. Donc, 2 et moins 3, on multiplie ça ensemble. À ça, on additionne les composantes Y qu'on multiplie ensemble et on additionne à ça les composantes Z qu'on multiplie ensemble. Donc, 2 fois moins 3, plus 3 fois 0, plus 2 fois 6. Donc, c'est exactement ça. Je n'ai pas mis mes parenthèses, là, je devrais les ajouter. Excusez-moi. Donc voilà. Donc moins 6 plus 0 plus 12, donc qui est égal à 6, qui est un chiffre. Si on avait des unités, si on était en Newton ou on mettrait des Newtons ici. Là, j'ai pas mis d'unité nulle part, donc on ne peut pas savoir c'est en quoi. On n'en inventera pas. Pour le produit vectoriel, souvent nous cause un petit peu plus de problèmes, justement parce qu'il donne un vecteur au résultant aussi. Il est quand même moins évident à appliquer. Donc, déjà en partant, la règle à utiliser pour le produit vectoriel est pas mal moins cute, c'est-à-dire le déterminant de la matrice suivante. Donc, la matrice n'est pas super dure à se rappeler, c'est-à-dire qu'on commence par première ligne IJK, ensuite premier vecteur X, Y, Z, deuxième vecteur, ensuite en troisième ligne X, Y, Z. Après ça, si on remplit notre matrice, mais qu'est-ce qui nous reste? Ben, on a 2 qui est notre AX, qui est là, 3 qui est notre AY et 2 qui est notre AZ. Donc 2, 3, 2. Et ensuite notre BX qui se trouve être moins 3, notre BY qui se trouve être 0 et notre BZ qui se trouve être 6. Donc on évalue le déterminant de cette matrice-là. Donc ça donne I fois 3 fois 6 moins 2 fois 0. Donc je rappelle qu'on prend le premier, puis après ça on y va avec la diagonale moins la diagonale. Ensuite, on prend J, la diagonale qu'on ne touche pas. Donc, on a un moins en chaque. Là. Donc, plus, moins, plus, moins. Donc, ici, on aurait moins 2 fois 6, moins 2 fois moins 3 fois J. Puis ensuite, pour la même chose pour le K. Donc, 2 fois 0, moins 3 fois moins 3 fois K. Donc, on arrive à 18I moins 18J plus 9K. Donc voilà, c'est la révision que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous êtes à l'aise avec tout ça, pas de problème. Sinon, ben, ça vaut peut-être la peine de les refaire, de se pratiquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce que vous avez de plus important à faire cette semaine. Si vous avez le temps, si vous devez passer au cégep, allez acheter votre manuel. Sinon, ben, on se revoit en début de semaine prochaine pour le prochain cours. Je ne peux pas vous garantir le jour et l'heure à laquelle je vais enregistrer les cours, comme je disais avec les enfants à la maison pour l'instant. Ils devraient être rentrés à l'école officiellement au début de la semaine prochaine. Je pense que c'est mardi, ils commencent à temps plein. D'ici là, ça va être plus compliqué pour moi. Mais c'est ça. Donc, je vous souhaite une excellente rentrée. Au plaisir de vous voir en personne, bien masqué. Le groupe 1A et 1, 2, 3A la semaine prochaine et l'autre la semaine suivante. Donc, bonne semaine. À bientôt.